Alexandre, bonsoir. Bonsoir Céline, pardon. Merci pour ton invitation déjà et le super couscous que tu nous as fait. Juste, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es? Bien sûr, avec plaisir. Donc, je m'appelle Alexandre Berthelot, j'ai pendant de nombreuses années été responsable de différents laboratoires pharmaceutiques. Et puis, ma dernière fonction était d'être dirigeant de la société Immonetics France. Voilà, concernant ma formation personnelle, je suis toxicologue biologiste de formation. Et puis, j'ai fait comme beaucoup de dirigeants de société, une grande école de commerce, j'ai fait l'ESSEC. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de l'affaire donc à Immonetics que tu as lancée avec deux autres lanceurs d'alerte? Oui, bien sûr, avec plaisir. En fait, j'ai découvert au travers d'un certain nombre de dysfonctionnements graves chez Immonetics que les machines Immonetics étaient à même de délivrer des poussières nanométriques, micrométriques, des poussières composées de produits cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, neurotoxiques. Bon, ce sont des gros mots parce que ce sont des mots techniques. Globalement, ce sont des produits extrêmement toxiques qui peuvent donner le cancer à des doses même faibles si les gens sont sensibles en particulier à certains de ces produits. On n'est pas obligé d'être exposé longuement à ces produits pour développer une pathologie grave. Donc concrètement, tu es en train de nous dire que tu sois donneur, receveur ou professionnel, si tu es en contact avec ces machines, qu'est-ce qui se passe pour être tout simple? C'est simple. Je vais reprendre en fait les conclusions des 5 experts, professeurs de médecine, experts en matériaux qui ont travaillé sous l'égide de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Donc, je vais parler des conclusions du comité scientifique. Et ce comité scientifique a conclu que le danger de dispersion, le danger de libération particulière sur Immonetics était avéré. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu peux dire aux gens, parce que votre affaire commence à être médiatisée, et moi, sur mes réseaux sociaux, je vois des gens qui paniquent, des donneurs qui disent qu'ils veulent plus donner parce qu'ils se sentent en danger, parce qu'ils se sentent pas rassurés. Qu'est-ce que tu peux dire à ces gens, finalement? La première des choses, c'est je vais m'adresser d'abord aux donneurs, puisque en fait, la contamination pour les donneurs, elle est directe, puisque ces particules sont mélangées avec leur sang dans le bol de centrifugation, et ensuite elles sont directement réinfusées dans leurs veines. Donc par conséquent, c'est eux qui sont les plus à risque. Et ce que je vais leur demander, et c'est très clair, c'est d'arrêter de donner leur sang sur des machines Immonetics et de demander aux établissements français du sang de pouvoir continuer à donner, puisque le don de sang aujourd'hui en France est absolument essentiel. Il n'est pas question de remettre en cause le modèle de don de sang français, qui est un beau modèle. Simplement, il faut que ces gens se préservent, il faut que les donneurs se préservent et qu'ils soient conscients que ces machines sont dangereuses, que ce danger a été avéré et qu'il faut qu'ils soient fermes quand on leur propose de donner leur sang par aphérèse. C'est de choisir d'autres machines. Il y a d'autres solutions qui existent, qui sont sécurisées et qui n'ont pas les risques et surtout les dangers qu'Immonetics et leurs machines font peser sur leur vie et leur santé. Donc clairement, je suis un donneur, je vais pour donner mon sang, je peux clairement dire que si c'est sur une machine à Immonetics, je suis pas du tout d'accord. Exactement, c'est un droit du donneur de choisir la machine avec laquelle il va donner son sang. Voilà. Et pour ces gens qui se sentent ou qui se sentiraient floués, trahis, et qui aimeraient vous contacter ou qui aimeraient porter plainte, est-ce qu'il y a un contact téléphonique, un mail
où ils peuvent vous appeler ou Tout à demander fait. des conseils Je vais reprendre ce que j'avais déjà dit pendant mon interview aux médias, c'est-à-dire qu'ils peuvent me contacter directement à mon numéro de téléphone personnel, qui est le 06 76 14 20 72, et je me ferai évidemment un plaisir de répondre à leurs interrogations. Je sais que pour l'avoir déjà fait, certains donneurs m'ont appelé, et leur appel évidemment est porteur d'angoisse, de stress. Donc j'ai commencé déjà par leur répondre de manière claire et précise, ce qui est évidemment pas le cas aujourd'hui des autorités sanitaires qui sont dans le déni. Et je vais aussi les mettre en relation avec Maître Alma Basic, qui est notre conseil, et qui va s'occuper de les guider s'ils souhaitent éventuellement porter plainte. Alors tu es aujourd'hui ce qu'on considère, ce qu'on appelle un lanceur d'alerte. Dans cette affaire, il y a 2 autres lanceurs d'alerte. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur ces 2 autres lanceurs d'alerte, enfin les présenter rapidement? Bien sûr. Il y a alors le deuxième lanceur d'alerte qui est historique, puisque c'est avec moi, c'est Jean-Philippe Huréchaud, qui était le responsable de la division d'honneur en France, qui était l'un de mes collaborateurs directs, et qui, depuis le début, avec moi, en tant que délégué du personnel aussi de la société Immunetics, délégué cadre, se bat avec moi et a tout sacrifié pour pouvoir défendre les intérêts des donneurs, des patients et aussi des opérateurs qui sont sur ces machines. Voilà. Bon, Jean-Philippe Huréchaud est quelqu'un d'extrêmement crédible. Ça fait plus de 35 ans qu'il travaille chez Immunetics. C'est un expert en termes techniques. Et c'est quelqu'un qui a apporté son savoir-faire technique à l'évaluation du danger qu'on a amené à communiquer auprès des autorités sanitaires, encore une fois, dès le mois de décembre 2015, c'est-à-dire aujourd'hui, ça fait pratiquement 1000 jours. Une question qui pique un peu et qui est un peu plus personnelle. On sait que la vie des lanceurs d'alerte n'est pas un long fleuve tranquille. Je sais toute l'humilité et la modestie que tu peux avoir, mais c'est un combat d'intérêt général que vous menez tous les 3. Forcément, les conséquences sur votre vie privée, notamment sur la tienne, elles sont majeures, parce que avec la décision de lancer d'abord une alerte en interne, qui n'a pas été entendue, mais qui, pour moi ou pour Jean-Philippe Huréchaud, a eu pour conséquence la mise en œuvre d'un harcèlement, d'une violence inouïe, forcément nous a conduit à une souffrance morale que peu de gens vont sans doute connaître dans leur vie, puisque ça aboutit notamment à la reconnaissance de nos situations en maladie professionnelle, ce qui est assez rarissime dans ce cas précis. Mais je ne voudrais pas non plus passer le message d'une victimisation des lanceurs d'alerte. C'est important. C'est-à-dire qu'au-delà de la souffrance, au-delà de la difficulté sociale que produit cette décision quelque part, il y a un avenir. L'avenir, c'est aussi la lutte pour faire valoir son point de vue. En particulier, c'est une belle lutte, puisque c'est pour la défense des donneurs, des patients, c'est une lutte humaniste. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental, surtout qu'aujourd'hui, depuis quelques jours, en tout cas, une partie des machines Immunetics ont été retirées. Le combat est loin d'être terminé. Mais déjà, ça, c'est une immense joie d'avoir participé au fait qu'aujourd'hui, on arrête d'intoxiquer, d'empoisonner massivement des donneurs sans les informer des dangers qu'ils risquent quand ils viennent en toute bonne foi donner une partie d'eux-mêmes, puisque en fait le don du sang, c'est considéré comme un don d'organe. Donc c'est quand même une approche, c'est un partage fantastique que font ces gens. Et il ne faut absolument pas le dévoyer. Encore une fois, il faut promouvoir le don de sang. Ça, c'est important. Et donc tu as eu à travailler en lien avec Younous Omarjee, oui, le député européen, sur la protection des lanceurs d'alerte. Le projet a été voté à l'unanimité. Qu'est-ce que toi, tu pourrais
dire hein, sur la protection des lanceurs d'alerte, sur ce que toi tu aurais à proposer pour les prochains? Je crois que moi j'ai humblement apporté ma contribution sur des points de détail. Le travail qu'a fait Younous Omarjee avec son équipe est absolument, on peut dire vraiment brillant, est exceptionnel parce qu'il y a une compréhension fine de la souffrance des lanceurs d'alerte, de la difficulté des lanceurs d'alerte et puis aussi de la définition même du lanceur d'alerte. C'est-à-dire que on prend conscience dans le travail de Younous de la définition même de ce que peut être un lanceur d'alerte, qui n'est pas forcément quelqu'un qui va dénoncer une situation dangereuse, à risque, mais aussi la fonction notamment des journalistes, la fonction des médias en général et des gens qui peuvent relayer cette information. Quand on sait en particulier aujourd'hui la difficulté qu'ont les journalistes à travailler avec le poids de la loi, notamment secret des affaires, on se rend compte que la définition et l'encadrement, la protection qui serait apportée quand la proposition de Younous Omarjee pourra être traduite, en tout cas je l'espère, en droit français, ce sera vraiment une avancée colossale. C'est clair, en termes de protection, en termes de définition de ce qu'est un lanceur d'alerte et en termes de libération aussi de la parole. Parce qu'aujourd'hui, la situation, on la voit pour les lanceurs d'alerte, elle est très claire. Si on veut rester dans les lois actuelles, les guidelines actuelles, on est obligé, comme on l'a fait, de dénoncer en interne, c'est-à-dire finalement d'aller expliquer à la personne qui est elle-même responsable d'une situation inacceptable, d'aller lui expliquer qu'on a découvert le poteau rose dans l'histoire. Donc c'est là qu'en fait qu'on se suicide socialement, parce que quand nous on a expliqué à Immonetics, on était parfaitement au courant de ce qu'ils essayaient de cacher avec autant d'énergie, la réponse en retour, elle a été d'une violence extrême, et notamment le fait de pouvoir ensuite dénoncer directement, et en particulier des autorités européennes, indépendantes des autorités nationales, et indépendantes aussi des entreprises qui seraient amenées à avoir des comportements qui seraient contraires à la loi et au respect en général des êtres humains et de leur santé, est une avancée importante, parce que c'est ce qui permettrait à un lanceur d'alerte de pouvoir s'exprimer librement sans avoir peur de rétorsion, de harcèlement qui manque jamais d'arriver, bien évidemment. Et Maître Alma Basic ne fait pas que vous accompagner dans cette affaire, puisqu'on peut quand même dire qu'elle a été aussi à vos côtés, à nos côtés, pour travailler les amendements avec Younous. Tout à fait. Dernière petite question, ou peut-être j'en ai encore deux. Si, on va dire, dans nos rêves les plus fous, Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, tombe sur la vidéo, qu'est-ce que tu aurais envie de lui faire passer comme message? J'aurais envie déjà de lui rappeler que un député de l'Assemblée nationale, le député Chassaigne, lui a posé une question très officielle qui est parue au journal officiel afin d'avoir des éclaircissements sur l'affaire Immonetics. Et c'était au mois d'août. Et elle a répondu au début du mois de septembre, finalement, qu'il n'y avait aucun danger. En ça, elle contredit les travaux déjà des experts du comité scientifique. Ce qui est plus grave, c'est qu'elle savait, au moment de sa réponse, à la fin du mois d'août, qu'on avait à Tarbes 2 accidents majeurs avec une dispersion massive de particules noires. Donc la première des choses que j'aurais envie de demander à Madame Buzyn, c'est à tout le moins d'arrêter de mentir à la plupart de la population et d'être transparente sur des sujets qui sont d'une gravité extrême. C'est-à-dire que, on va être clair, soit Madame Buzyn n'était pas au courant et ses services ne font pas leur travail, quand elle répond à un député, ce qui est quand même pourtant extrêmement important, il faut mesurer tout ce qu'on dit, tout ce qu'on écrit, soit elle était au courant et elle a menti, ce qui est encore plus grave. Ouais, d'autant plus pour une ministre qui a quand même
une sacrée responsabilité. Tout à fait. Et de continuer d'ailleurs dans ces déclarations, tout en annonçant le retrait des machines, de continuer à confirmer que ces machines ne sont pas porteurs de danger, alors que n'importe quel donneur, n'importe quel citoyen français peut télécharger sur le site de l'ANSM les conclusions du comité scientifique où il est écrit noir sur blanc que le danger particulier de ces machines est avéré. Donc, je crois qu'à un moment donné, il faut être à la hauteur de sa tâche. Il faut dire oui, effectivement, il y a un danger. Oui, alors peut-être qu'on ne l'a pas vu, mais je crois qu'à partir du moment où on veut régler une situation d'une gravité extrême, il faut aussi prendre ses responsabilités. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, concrètement. Manifestement pas. Juste de manière très rapide, est-ce que tu sais pourquoi éventuellement elle aurait eu des intérêts ou pas, soit à tout le moins, si ces services n'ont pas fait le job, c'est quand même grave, mais si elle a été au courant, pourquoi elle n'a rien dit? C'est une question, déjà je ne peux pas répondre à cette question par une réponse affirmative, je peux seulement émettre des hypothèses. Ce qui m'a moi beaucoup choqué, c'est le jour où les établissements français du sang, le jour où François Toujas, qui est son président, a découvert qu'Haemonetics utilisait des pièces détachées de récupération, et en particulier des centrifugeuses de récupération. Ces centrifugeuses, quand elles sont en dehors des spécifications, accentuent encore la libération de particules. C'est intéressant de se rendre compte quand même de l'attitude du président des établissements français du sang. Il a accepté de signer un compromis auprès d'Haemonetics pour une somme de l'ordre de 40 000 euros, ce qui représente d'ailleurs peut-être même pas 10% du véritable manque à gagner des établissements français du sang en termes financiers. C'est une somme dérisoire. Et qu'en plus, il a accepté de signer ce document en s'engageant à ne jamais attaquer au tribunal Haemonetics. C'est quelque chose qui interpelle. Moi, ça a été la première des alertes. Pour moi, tout était au rouge ce jour-là. Je me suis dit, un haut fonctionnaire, un président des établissements français du sang, nommé par le président de la République, accepte de signer un compromis, moyennant une forme ridicule, pour fermer les yeux sur des dysfonctionnements graves, alors qu'il était soumis normalement à son obligation, qui est liée à l'article 40 du Code de procédure pénale, qui normalement l'obligeait à informer le procureur de la République. Donc le fameux article 40, comme l'affaire Benalla. Exactement. Et plutôt que de faire ça, on a un haut fonctionnaire qui s'empresse de signer un compromis, compromis d'ailleurs qui a été qualifié par l'IGAS sous l'expertise de la DGCCRF, donc de la Direction Générale de Répression des Fraudes, comme étant une faute. Est-ce que, rapidement, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'IGAS, est-ce que tu peux... C'est l'Inspection Générale des Affaires Sociales, c'est un peu comme l'Inspection Générale de la Police, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont chargés de mener des enquêtes pour des dysfonctionnements graves dans des institutions publiques comme les hôpitaux, comme les établissements français du sang, etc. Dernière question, est-ce que finalement, parce que je vois beaucoup aussi de réactions sur les réseaux notamment, des gens qui auraient tendance à comparer votre affaire comme le scandale du sang contaminé, enfin, à faire le lien entre les deux affaires. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou Je suis d'accord dans le sens où on peut avoir une discussion, que c'est une discussion d'experts. Les médecins considéreront que c'est pas la même affaire parce que quand on parle du sang contaminé, on parle bien de la contamination du virus VIH, qui est donc une biocontamination.
Là, on parle d'une contamination toxique, c'est-à-dire le sang n'est pas biocontaminé, il est contaminé, c'est ce qu'on appelle, pour un toxicologue, c'est ce qu'on appelle une contamination toxique, c'est-à-dire que passe dans l'organisme, soit par voie aérienne pour les opérateurs, soit directement par réinfusion du sang au donneur. On a un passage de formol, de formaldéhyde, d'oxyde d'aluminium, de composés toxiques. Voilà. Mais si on peut qualifier ça de scandale du sang contaminé 2, je pense que oui, qu'on peut le faire, puisque l'environnement politique s'y prête. C'est-à-dire que quand on découvre, et là il faut mesurer évidemment les informations que je vais apporter, mais quand on découvre que le principal actionnaire d'Haemonetics n'est autre que la société d'investissement BlackRock, qui est le plus gros, la plus grosse banque d'investissement américaine, que BlackRock, dans un environnement de négociation et de transfert de ses activités de Londres vers Paris, dans un contexte de Brexit, rencontre régulièrement l'exécutif, que son président, Larry Fink, a rencontré encore en juin 2018 Emmanuel Macron à l'Élysée. Quand on prend en considération que la numéro 2 de BlackRock, la directrice générale de BlackRock, est une ancienne camarade de promotion d'Edouard Philippe à l'ENA, on a le droit de se poser la question sur l'affaire Haemonetics, si on n'a pas eu là le résultat finalement, je rappelle quand même 1000 jours pour retirer des machines, avec des preuves qui sont quand même, de mon avis, irréfutables, et puis aussi sur la base quand même d'une expertise scientifique d'experts indépendants. On peut se poser la question si finalement les donneurs de sang, les patients, les opérateurs ne sont pas victimes, peut-être. On peut se poser la question d'un arbitrage qui aurait privilégié les intérêts financiers aux intérêts de sécurité sanitaire. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou... Ce que je peux dire, c'est que la lutte n'est pas terminée, puisque aujourd'hui, quand on discute et quand on échange avec les autorités sanitaires, on voit que on a à la fois le retrait d'une partie des machines, on nous dit que ce retrait est temporaire, et on a aussi une forme de déni incroyable, puisqu'on voit des représentants de l'EFS, des porte-paroles, qui continuent à répéter de manière incroyable que les machines Haemonetics sont sans danger. Je rappelle quand même que les derniers dysfonctionnements font apparaître des particules noires partout autour de la machine, dans les poches de recueil, et que ces particules sont composées de produits cancérigènes. Et quand on a la ministre, les services de communication des établissements français du sang, le président des établissements français du sang lui-même, qui, devant Guylain Cabantou, continue à affirmer, Guylain Cabantou, qui est le 3e lanceur d'alerte, qui d'ailleurs qui est le délégué central CGT de l'EFS, qui nous a énormément aidés, qui continue à affirmer que le danger n'est pas avéré. On est là dans un déni incroyable. Alors évidemment, la réaction systématique est de leur dire mais vous n'avez pas lu le travail des experts qui ont conclu que le danger était avéré. Les particules noires existent. Elles existent soit parce qu'elles sont tout autour de la machine ou qu'elles sont dans les poches de recueil, ou parce que des études ont démontré qu'elles étaient, en tout cas les nano-micro-particules existaient, et que même Haemonetics a avoué que pendant une procédure normale, 2 mg de produits issus des joints étaient libérés soit dans le sang, soit dans l'air. Donc comment des autorités qui doivent normalement assurer la protection des citoyens français peuvent continuer à affirmer qu'il n'y a pas de danger? C'est ce qui me choque le plus. On est là dans un déni qui, encore une fois, interpelle et pose question vis-à-vis derrière d'autres intérêts qui seraient des intérêts hautement financiers, etc. Au détriment, évidemment, des donneurs, des receveurs, des professionnels. Exactement. C'est toujours la même histoire, et c'est pour ça qu'on est encore ici dans un scandale sanitaire qui se rapproche beaucoup du premier scandale sanitaire
qui est le premier scandale du sang contaminé, où d'ailleurs toutes les responsabilités n'ont pas toujours été punies. Alexandre, je te remercie de m'avoir accordé ce petit temps. Et puis la lutte continue. Je te remercie beaucoup, Céline, c'est avec grand plaisir.